Oui, donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le contenu qui a été développé au sein de ce projet. Donc voici le plan que nous allons suivre pendant les 45 prochaines minutes où nous allons tout d'abord je vais vous présenter l'équipe de réalisation et faire une petite mise en contexte du projet et donc après nous allons explorer l'évolution de la qualité nutritive de l'offre alimentaire. Et par la suite, nous allons examiner les ingrédients qui sont les plus couramment utilisés dans les produits sans gluten et nous passerons en revue les dernières innovations ingrédients. Par la suite, nous allons poursuivre avec une mise à jour des connaissances scientifiques actuelles et donc nous allons voir les différentes approches et stratégies utilisées pour le développement et la conception de produits sans gluten. Par la suite, donc on va terminer de la théorie à la pratique en vous présentant les recettes qui ont été développées. Juste une brève introduction pour vous présenter donc l'équipe de réalisation, comme Elodie a dit. Du côté INAF, on avait donc moi-même et Elodie. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, l'INAF est le plus grand important regroupement de chercheurs au Canada dédié à la recherche et à l'innovation dans le domaine de la saine alimentation. Donc, au sein de cet institut, il y a le service de soutien à l'innovation pour lequel je travaille, qui est donc un service sur mesure, un service conseil dédié aux entreprises et nous accompagnons les entreprises dans leurs enjeux technico-scientifiques, réglementaires, dans l'amélioration aussi de la qualité nutritionnelle. Nous sommes aussi très impliqués dans la formation, dans la mobilisation de connaissances dans ce projet et ce webinaire sont un bon exemple. Nous avons aussi acquis une très grande expertise dans l'innovation par co-création culinaire et nous sommes également impliqués dans l'accompagnement des entreprises en démarrage, notamment de l'incubateur Mycelium. Donc, ça complète l'équipe de réalisation deux chefs de l'école hôtelière de la capitale, Olivier Tribu et Christophe Vallary. Avant de commencer, je trouvais intéressant de faire une petite mise en contexte pour comprendre le pourquoi de ce projet. Donc, on sait que les produits sans gluten qui sont disponibles sont généralement considérés comme ayant une qualité globale inférieure, tant sur le plan nutritionnel que gustatif, par rapport à leurs équivalents avec gluten. Comment on explique cela? C'est qu'on sait que les produits sans gluten sont principalement composés d'amidon. Donc, on sait, les amidons sont des glucides simples qui, oui, fournissent de l'énergie rapide, mais qui manquent de vitamines, de minéraux, de fibres, donc de nutriments essentiels. Donc, si on regarde à l'inverse les farines entières, ou par exemple les farines raffinées, qui, elles, contiennent des nutriments intéressants comme les protéines, donc les fibres, les vitamines, même les farines raffinées, on parle de farines raffinées de blé, sont beaucoup plus intéressants du point de vue nutritionnel puisque donc ils contiennent oui, aussi des protéines, mais par la loi, elles doivent être obligatoirement enrichies en vitamines et minéraux. On voit bien que les produits sans gluten sont, d'un point de vue nutritionnel, moins intéressants et c'est la raison pour laquelle ont souvent un indice glycémique plus élevé, sont riches en gras saturés, sodium, sucre et avec une longue liste d'additifs qui sont souvent utilisés pour pallier en fait aux défauts de goût, de couleur qu'on retrouve dans les produits sans gluten. Et quand on va du côté des nutriments qu'on voudrait avoir, donc protéines, fibres et micronutriments, on retrouve que donc il y a un faible apport de ces nutriments d'intérêt. Euh, de là, on arrive au but du projet, donc qui était de mobiliser des connaissances et des compétences pour trouver des alternatives accessibles et assurant une bonne qualité nutritive. Qu'est-ce qu'on veut dire par bonne qualité nutritive? On a identifié des solutions à teneur donc limitée des trois nutriments qui sont d'intérêt pour la santé publique, donc sodium, sucre et gras étiré et à teneur significative en fibres alimentaires et éventuellement protéines.
Quelle est l'approche méthodologique que nous avons utilisée? Donc, il y avait d'un côté donc l'équipe PINAF qui a réalisé donc une revue de littérature pour identifier les forces, faiblesses, opportunités de l'offre actuelle et identifier de nouvelles solutions, de nouveaux ingrédients. Donc, toutes ces informations, je tiens à préciser donc ce sont des connaissances théoriques. Donc, on a transféré toutes ces informations aux chefs de l'école hôtelière qui, eux, en appliquant ces informations, mais aussi des ingrédients que nous avons pu recevoir en discutant avec certains fournisseurs d'ingrédients. Donc, les chefs ont pu développer des recettes en appliquant toutes les informations qu'on leur avait transférées. Euh, toutes les références de cette revue de littérature se trouvent donc à la fin de cette présentation. On va maintenant explorer l'évolution de la qualité nutritive des produits sans gluten au cours des dernières années. On voit quand même qu'il y a une tendance à l'amélioration de la qualité nutritionnelle. Donc, toutes les études que nous avons analysées, toutefois, donc, sont basées sur les nutriments qui se retrouvent dans les tableaux des valeurs nutritives. Donc, on n'a pas disons, une vision globale de la nutritionnelle globale, mais seulement des certains nutriments qu'on retrouve sur les tableaux. Donc, on peut voir que il y a une certaine amélioration quant à la teneur en fibres et micronutriments et un plus faible apport en gras saturés. Par contre, il reste toujours des enjeux quant à l'apport en protéines, toujours faible, et apport élevé donc en sodium, en glucides, en lipides, et aussi une longue liste d'utilisation d'additifs. Quand on regarde la raison pour laquelle il y aurait cette amélioration, c'est surtout grâce à l'utilisation d'ingrédients plus riches en nutriments donc comme des farines entières, des fibres solubles. Donc, on a les farines de pseudo-céréales, de noix, beaucoup de légumineuses, mais on a aussi recours à des technologies traditionnelles comme la fermentation, par exemple l'utilisation du levain, mais il y a aussi la réglementation alimentaire qui permet en fait, mais n'exige pas l'enrichissement des aliments sans gluten qui sont destinés donc à une utilisation diététique spéciale. Donc, bien que ces ingrédients sont plus riches en nutriments, il reste quand même des préoccupations quant à l'insuffisance en nutriments et à la qualité de l'aliment de ce régime restrictif. Si on regarde au Canada, une équipe de chercheurs a analysé l'offre alimentaire, donc les produits qui se retrouvaient dans le commerce, et divisé en différentes catégories. Donc, on voit quand même là aussi une certaine amélioration quant à la teneur en fibres, en certains micronutriments. Et pour les pains, il y a une évolution par rapport au passé, sauf que vous voyez, le pain, on le retrouve aussi dans le rouge. Et ces résultats-là sont issus en fait de une analyse qui a été réalisée par l'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire, qui est une entité de l'INAF qui mesure et suit l'évolution de l'offre alimentaire. Donc, vous voyez là, vous voyez les petites capsules, ce sont vraiment des résultats de cette analyse. Donc, on voit que pour les craquelins, par exemple, au Québec, la valeur nutritive des craquelins de cette catégorie d'aliments donc sans gluten est meilleure par rapport à la même catégorie avec gluten. Toutefois, pour les pains, qui est en plus un aliment de base, on retrouve un indice glycémique plus élevé et aussi une source de sucre, lipides et gras saturés trop élevée et donc une teneur pas assez élevée en protéines. Donc, pour ce qui est des pâtes et nouilles, on voit qu'il y a quand même une amélioration quant à la teneur en fibres. Par contre, si on regarde par rapport aux protéines, il n'y a pas assez de protéines et en plus, il y a une perte qui se fait pendant la cuisson.
Ceci est une image assez représentative des pains qui sont offerts au Québec. Vous allez voir qu'on va parler de plus en plus plutôt de pains que d'autres catégories, puisque l'enjeu de l'absence du gluten est beaucoup plus important dans cette catégorie d'aliments. Donc, on peut voir que effectivement, tous ces pains, on retrouve une bonne source de fibres grâce à l'utilisation, on verra, de psyllium, et d'autres farines entières qui sont aussi source de fibres. On retrouve par contre, comme vous voyez ici, une longue liste d'additifs qui servent donc pour améliorer la texture. Je ne sais pas si vous avez jamais vu ce pain, Promise. Il a vraiment l'aspect et la texture d'un pain avec gluten, mais voilà, il n'y a pas de secret. Il y a au moins 4, 5 différents types d'additifs. Donc, pour ce qui est des protéines, bien qu'il y ait quand même une amélioration, il reste quand même que la teneur en protéines est insuffisante ou plus basse par rapport au pain avec gluten où on a environ 7, 9 grammes de protéines par portion, alors que dans les pains sans gluten, on est autour de 2 grammes. On voit aussi en vert, j'ai mis toute la liste différentes farines entières qui sont utilisées et aussi des protéines, des concentrés de protéines qui sont de plus en plus utilisés. Cette diapositive vous montre quel est l'avenir de la recherche dans le domaine du sans gluten. Il y a une équipe de recherche qui a cartographié toutes les connaissances scientifiques autour du sans gluten à partir du premier article qui a été publié en 1952 et donc, on peut voir qu'il y a, à partir de 2004, là où il y a eu la publication du premier article, qui s'intéresse à l'amélioration de la qualité globale, que ce soit qualité nutritionnelle ou organoleptique. Et à partir de cette date-là, la recherche s'est de plus en plus intéressée à ces sujets-là. Donc, on voit aussi qu'encore en 2024, le troisième article le plus cité est un article qui concerne les formulations des produits sans gluten. Donc à droite, on voit le nombre mondial de publications scientifiques par pays. On voit que l'Italie est le premier pays, notamment en raison du régime alimentaire qui est donc basé sur pâtes, pain, pizza. Mais aussi probablement en Italie, il y a un taux de malades, d'incidence de maladies liées au gluten qui est un peu plus élevé par rapport aux autres pays. Et on voit que le Canada se retrouve en 10e position. Tout cela nous dit que pour les années à venir, l'amélioration de la qualité nutritionnelle et sensorielle reste encore un point chaud dans ce domaine de recherche. On peut passer maintenant à les notions de base sur les notions sur les solutions de remplacement du blé. Donc, il est évident que pour comprendre comment le remplacer, il faut aussi comprendre ses fonctions. Le gluten se retrouve principalement dans le blé, orge et seigle et c'est une réserve de protéines dans la plante qui lui sert de protection pendant sa croissance. Dans la science alimentaire, le gluten qui est hydraté absorbe l'eau et il est formé de deux protéines, la gliadine et la gluténine, qui suite à l'absorption de l'eau, les protéines vont se lier et suite au pétrissage, ces protéines vont s'aligner et s'étirer pour former le réseau élastique qu'on voit ici. Donc, on voit le réseau de gluten en bleu. Euh, donc, euh, ce réseau élastique qui permet donc d'emprisonner les bulles de gaz qui sont produites par les levures. Alors que pendant la cuisson, il y a la solidification du gluten et donc la fixation de la structure. Donc le rôle du gluten, outre cette élasticité, c'est ce qui permet de former d'avoir du volume, permet d'avoir une texture qu'on connaît, donc de stabiliser aussi la structure, de retenir l'humidité et de donner une couleur, une saveur qui sont typiques.
Donc, quand on passe par contre à des matrices sans gluten, qu'ici je vais appeler appareil, alors que avec le gluten on va l'appeler pâte. Donc, l'appareil, comme vous voyez, il est beaucoup plus fragile. Donc, on a donc l'amidon qui est l'ingrédient principal qui forme cette structure, mais comme je disais, elle est beaucoup plus fragile. Donc, vous allez voir qu'on va plus parler donc de pâte levée, de pain, là où le rôle du gluten est vraiment très important. C'est la même chose quand on parle, par exemple, de farine donc à pâtisserie, donc qui sont utilisées, par exemple, pour faire des pâtes à biscuits ou des pâtes à tarte. L'importance, donc on a des farines qui sont moins riches en gluten, alors que quand on veut faire du pain, on va utiliser de la farine qu'on appelle forte. Ça veut dire qu'ils ont une teneur en gluten beaucoup plus important. Donc, pour maintenir toute cette structure, on a besoin de ce qu'on appelle les hydrocolloïdes, qui sont un groupe de polysaccharides avec des structures chimiques et de différentes origines. Ces hydrocolloïdes, c'est ce qui permet en fait de solidifier. Et c'est vraiment, ils ont le rôle de colle. Donc, c'est le rôle que normalement a le gluten. D'ailleurs, gluten, l'étymologie de la parole veut dire donc colle. Et avec les hydrocolloïdes, on aura aussi d'autres ingrédients très importants, notamment les farines, qui peuvent aussi, outre aller améliorer la valeur nutritionnelle, et peuvent aussi donc avoir ce rôle de structurant. Donc, on passe maintenant les amidons. On a dit, ce sont donc l'ingrédient principal. Ce sont des polysaccharides complexes qui sont composés de plusieurs unités de glucose. Donc, on retrouve deux différents types d'amidon. Donc, on a l'amylose linéaire et l'amylopectine ramifiée. Et donc, selon la nature botanique, on aura différentes proportions d'amylose et d'amylopectine qui composent l'amidon. Et on peut avoir aussi, selon la nature botanique, différents types de formes et de morphologie d'amidon. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant l'absorption de l'eau? Donc, l'amidon absorbe beaucoup d'eau, beaucoup plus que les farines. Donc, pendant la cuisson, ils vont absorber de l'eau, ils vont gélifier, et par la suite, donc, on aura la structure va être solidifiée à la cuisson. Donc, tout ça pour dire que selon la nature botanique, on aura des textures qui vont être différentes. Donc, pour les céréales qui sont plus riches en amylose, on aura des gels plus fermes, opaques et qui rétrogradent plus rapidement. Donc, la rétrogradation, c'est un phénomène assez complexe à expliquer, mais c'est ce qu'on appelle donc le racisement du pain qui, dans les produits sans gluten, est encore plus important. Euh, donc, euh, alors que dans les amidons de racines et de tubercules, on a qui sont plus riches en amylopectine, on aura des gels plus souples, translucides et qui rétrogradent moins rapidement. Donc c'est un phénomène qui survient en fait lors du refroidissement et qui est aussi accéléré par le froid. C'est la raison pour laquelle le pain, que ce soit avec ou sans gluten, ne doit pas être jamais être conservé dans le réfrigérateur. Donc, tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est l'importance en fait de la différence de la nature de ces amidons. Donc, il peut avoir des propriétés fonctionnelles, un comportement dans la matrice sans gluten qui peut être très différent. Mais ce qu'il faut retenir, c'est encore ici que c'est un sujet très très complexe, et donc il faut aller parler avec les fournisseurs d'ingrédients, donc ceux qui produisent les amidons, qui eux ont l'expertise et peuvent vous conseiller pour comprendre quel amidon
utilisé selon le type de qualité recherchée. Et ici, je vous montre un exemple donc issu d'un article scientifique où on peut voir que selon l'amidon qui est utilisé, donc c'est des pains qui ont été produits avec 100% d'amidon, on peut voir donc la qualité finale, comment elle diffère selon le type d'amidon qu'on a utilisé. Les hydrocolloïdes qui, donc, comme on a dit, jouent un rôle très important dans le sans gluten. Donc, dans le jargon en sciences des aliments, les hydrocolloïdes, en fait, c'est une famille assez grande de polysaccharides hydrosolubles, mais que dans la terminologie du sans gluten, on va identifier donc les ingrédients qui servent, donc, on a dit, de colle et qui permettent donc d'améliorer la structure, le volume, la texture, le goût et finalement la qualité globale des produits. Historiquement, les hydrocolloïdes qui sont utilisés, ce sont qui ont différentes origines. Donc, on a des celluloses, on a des gommes qui dérivent des algues, d'autres issues de la fermentation, sont considérés comme des additifs. Par contre, on a vu, il y a de plus en plus de fibres insolubles qui se comportent comme des hydrocolloïdes, sont donc des alternatives naturelles. Donc, notamment le psyllium et le chialelin, comme vous pouvez voir ici, c'est un gel de lin. Sont composés, en fait, les graines d'une couche de mucilage. Donc, ce sont des polysaccharides qui, donc, mis dans l'eau, vont créer ce gel et qui peut être utilisé, donc, comme hydrocolloïde dans les formulations, sans gluten. On voit aussi une exploration de plus en plus dans la recherche, l'utilisation de fibres insolubles issues des pulpes d'agrumes. Donc, il y a plusieurs fournisseurs d'ingrédients qui, en fait, proposent ce type de fibres aussi dans les produits sans gluten. Ce que je voulais souligner ici, c'est que cette catégorie-là d'hydrocolloïdes a aussi le double avantage que d'un côté joue le rôle de colle, mais aussi permet l'enrichissement en fibres. On a aussi, on a parlé de sources de protéines qui ont aussi la double avantage de améliorer la valeur nutritive, mais aussi puisqu'elles sont riches en protéines, peuvent aller améliorer certaines qualités dans les produits sans gluten. Donc, on a différents types de protéines qui peuvent être utilisées, donc d'origine végétale, des farines entières. On a vu les pseudo-céréales, on a le sarrasin, on voit de plus en plus les légumineuses qui prennent beaucoup de place. Et on voit aussi des produits issus de la valorisation, donc l'aquafaba, qui est l'eau de cuisson des pois chiches, qui a été aussi analysée par des chercheurs qui permet de donner des pains avec une texture assez intéressante. Du côté des protéines d'origine animale, on l'a vu dans les pains, on utilise beaucoup les protéines de l'œuf, mais aussi du lactosérum. Et par contre, pour tout ce qui est origine laitière, il faut faire attention au lien entre l'intolérance au lactose et la maladie cœliaque. Donc ici, je vous ai apporté les ingrédients les plus couramment utilisés dans les pains. Donc c'est un tableau qui date de 2016. On peut voir quand même que les farines les plus utilisées sont farine de riz, farine de maïs. Si on était en 2025, probablement on verrait le riz entier, le riz brun.
Et donc, pour les amidons, on a le maïs, la pomme de terre et le blé en dernière position. Là, quand on parle d'amidon de blé, on parle d'amidon de blé déglutiné. Donc, c'est un blé qui est certifié sans gluten et qui, probablement en 2025, surtout en Europe, se retrouverait parmi en première position. On voit pour les fibres, donc le psyllium, qui probablement en 2025, on le retrouverait également parmi les hydrocolloïdes. Ici, je vous amène en fait les informations prises donc sur tous les mélanges de farine sans gluten retrouvés en Italie et en Europe. On peut voir que comme premier ingrédient, on retrouve l'amidon de maïs ou l'amidon de blé. Ces amidons de blé clairement dégglutinés qui ont le même comportement, sont très très similaires. Et deuxième ingrédient, farine de riz, probablement pour son accessibilité aussi, son goût neutre. Et un troisième ingrédient, le psyllium ou les fécules donc de tubercules. On voit aussi que pour améliorer la valeur nutritive, il y a donc l'incorporation de farine naturelle et le dénominateur commun. Donc, c'est un hydrocolloïde, donc une celluleuse. Comment choisir les ingrédients? On voit que on les connaît, tous les ingrédients sans gluten qui sont composés de différentes nutriments en différentes proportions. On a vu les amidons, donc comment ça peut changer et ça peut donner donc des comportements dans la matrice sans gluten assez différentes. Donc, on peut dire que il est vraiment complexe de déterminer leurs proportions, les procédés optimaux pour obtenir des produits sans gluten de qualité. Donc, surtout pour certaines catégories de produits. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme on a vu, toutes les propriétés physico-chimiques des ingrédients et de la composition peuvent avoir ont un effet sur les propriétés fonctionnelles, ce qui a un effet donc sur les propriétés organoleptiques, donc sensorielles, nutritionnelles de conservation, du coup, donc finalement sur la qualité globale du produit. Ce qu'il faut retenir, c'est que la fine compréhension de la manière dont chaque composant interagit dans une matrice sans gluten n'est pas toujours possible et facile. Et donc, il y a la nécessité de contrôler donc de nombreuses variables. Donc, c'est sûr que ça reste encore un défi, surtout quand on parle de naturalité. Donc, si on veut diminuer la liste des ingrédients, être donc dans une approche clean label. Maintenant, on passe donc aux différentes approches qui peuvent être utilisées et qui sont actuellement utilisées pour la conception et le développement des produits sans gluten de qualité. Donc, il y en a certains qui sont basés sur les formulations avec les ingrédients et d'autres qui sont basés sur la technologie. Donc, on va appliquer des technologies directement sur les ingrédients. Donc, il y a une équipe de recherche qui a pensé d'aller caractériser tous les ingrédients individuels sans gluten pour dresser une matrice complète de leurs propriétés nutritionnelles, fonctionnelles, afin d'optimiser des formulations sans gluten ayant une certaine qualité, mais sans l'aide d'émulsifiants et d'agents texturants. Tout ça, ça fait penser donc à les outils prédictifs d'intelligence artificielle. Ici, j'ai amené l'exemple d'une plateforme qui a été développée par une entreprise Notco qui développe des produits alternatifs aux produits animaux. Ils ont développé une plateforme d'intelligence artificielle qui permet donc d'aller identifier tout d'abord dans le produit à reproduire, à imiter les molécules et les comportements qu'on veut reproduire et il va rechercher dans donc les ingrédients végétaux les mêmes molécules et donc il va donc avec ces outils prédictifs il va aller donner une formulation répondant aux propriétés souhaitées. C'est probablement vers cela que la formulation sans gluten va s'en aller.
Pour ce qui est des approches basées sur la technologie, on a les technologies donc appliquées directement sur les ingrédients. Donc, ils vont aller modifier leurs propriétés, ce qui va après modifier leur comportement donc dans la matrice sans gluten, donc sur le produit fini. Donc, la germination, c'est une technologie appliquée directement aux graines. Cette technologie va permettre d'améliorer la digestibilité et la biodisponibilité des nutriments et des molécules bioactives et va aussi permettre d'améliorer la texture de la mie, la rendant plus moelleuse et va aussi améliorer la coloration. Toutes les technologies qui sont appliquées aux farines vont, en fait, comme je disais plus tôt, vont aller modifier les propriétés. À titre d'exemple, le degré de mouture peut avoir un impact différencié sur les propriétés chimiques et physiques des farines et en conséquence, il va modifier les propriétés rhéologiques, donc texturales de la pâte et des produits, des produits finis. Les traitements thermiques sur, par exemple, aussi des farines peuvent aller dénaturer les protéines. Dénaturer, ça veut dire on va ouvrir les protéines. Les protéines vont avoir des propriétés, des comportements différents qui peuvent aller améliorer certaines qualités dans les produits finis. L'extrusion, on va voir un exemple plus tard. Pour ce qui est des technologies appliquées à la pâte, on peut parler de la pré-gélatinisation qui, permet de maintenir le pain plus moelleux et plus frais longtemps. Il y a aussi l'utilisation de la fermentation. Donc le levain, on l'a vu dans les pains qui sont commercialisés, on le voit de plus en plus l'utilisation du levain qui va en fait prolonger la durée de conservation, va aussi retarder le phénomène de rancissement, va améliorer la saveur et aussi va permettre d'utiliser moins de hydrocolloïdes puisque les micro-organismes qui composent le levain, ils vont, eux aussi, vont produire des hydrocolloïdes naturels. Pour les technologies appliquées à la cuisson, on va avoir un exemple tout de suite après. Je ne vais pas trop en parler puisque ce sont des technologies qui probablement, à ma connaissance, ne sont pas encore appliquées dans l'industrie. Voici un exemple comment le profil de cuisson peut être utilisé pour optimiser le produit fini. Ces chercheurs se sont intéressés de voir la microstructure, à comprendre la microstructure de la pâte et ils ont compris qu'il fallait éviter l'incorporation de grandes bulles d'air et de viser une distribution homogène des bulles en mélangeant à haute vitesse. Tout ça pour éviter de former des trop grosses bulles qui pourrait éclater. On a dit plutôt que dans la matrice sans gluten, la structure formée par les amidons est beaucoup plus fragile. Donc, ils ont aussi dit qu'il faut utiliser une quantité minimale de levure pour prévenir encore une fois la formation de grandes bulles d'air. Et donc, il faut aussi réduire pendant la fermentation la fluctuation de température pour assurer une croissance constante. Pendant la cuisson, où on va fixer cette structure, il faut chauffer rapidement pour solidifier les parois des bulles avant qu'elles n'éclatent. Finalement, la cuisson pour une pâte sans gluten requiert une chaleur homogène et constante. On voit maintenant certains exemples d'approches. On a parlé de l'amidon de blé déglutiné. C'est un amidon auquel on a utilisé une autre étape de préparation pour enlever toute trace de gluten. On n'a pas mis trop l'exemple sur cet ingrédient, bien que nous ayons reçu des échantillons de l'Italie.
puisque au Canada, c'est pas très accessible. On le retrouve dans la farine Fior et Glut qui peut être retrouvée dans certaines épiceries spécialisées. Mais ça reste que ce n'est pas accessible. L'extrusion. Il y a en fait des chercheurs qui se sont penchés sur la question est-ce que les attributs structurels de la pâte, donc en particulier la forme des pâtes, peut modifier la qualité l'absorption, la digestibilité des protéines? Eh ben, la réponse est oui. La forme peut avoir un impact sur la valeur nutritive finale du produit. Ils ont trouvé que les pâtes, les petits fusils, ils sont ceux qui permettent d'avoir une digestibilité plus importante que les autres formats sans gluten. On a déjà parlé du levain comme exemple d'approche sur la pâte. Il y a aussi ces deux exemples. Le premier, c'est un procédé breveté par une maison pharmaceutique italienne qui utilise un levain naturel de blé qui va hydrolyser en fait le gluten, rendant le produit certifié sans gluten. Et on a aussi une équipe de recherche italienne qui a développé du gluten détoxifié, donc avec une technologie de biotechnologie moderne. Par contre, je ne vais pas en parler plus puisque ce n'est pas encore autorisé, mais vous pouvez aller regarder les références si vous êtes intéressé. On passe maintenant de la théorie à la pratique. Toutes les solutions que nous avons identifiées et dont nous avons parlé jusqu'à maintenant ont été sélectionnées et analysées selon différents critères toutes ces informations, comme je disais au début, ont été transférées au chef. Donc on a surtout les solutions, on a tenu compte de l'origine, de l'accessibilité, mais surtout de la valeur nutritive. Les chefs ont développé différentes recettes qui sont déclinées en trois thématiques différentes, en version salée et sucrée. On a des pâtes friables, donc pâtes sablées, pâtes brisées. Comme vous voyez, le curseur de difficulté ici est dans le vert, puisque dans ce type de pâte, le rôle du gluten n'est pas aussi important que pour les autres pâtes, surtout pour les pâtes levées. Euh, on a aussi des pâtes battues poussées, donc qui sont constituées de farine, de matière grasse, d'œufs, de sel ou de sucre en différentes proportions. Pour cela aussi, puisqu'on a toutes les protéines de l'œuf, donc la matière grasse, le rôle du gluten n'est pas aussi important que comme dans les pâtes levées. Euh, Tout ça, ça fait partie de la boîte outils que nous avons donnée aux chefs. On leur a dit, surtout pour les pâtes levées, là où on a vraiment plus d'enjeux technologiques, la proportion des différents ingrédients selon le type de pâte, donc les proportions entre farine, amidon, la concentration en hydrocolloïdes et aussi l'hydratation optimale de la pâte. Comme vous pouvez voir, pour des pâtes sans gluten, l'hydratation est beaucoup plus importante puisque l'amidon absorbe beaucoup plus d'eau. Donc, si on est dans un pain avec gluten autour de 65, 70, 80% d'hydratation, dans les pâtes sans gluten, on est à 110, 120 d'hydratation. On leur a donné aussi le taux d'incorporation des différentes farines entières aussi des farines qu'on appelle structurantes, donc le psyllium, le chia, le lin. Pour les hydrocolloïdes, on a essayé d'utiliser des combinaisons clean label. On a surtout, ils ont essayé d'utiliser cette combinaison de chia réhydraté de psyllium de graines de lin en proportion 4:1 qui a été identifiée en fait dans une publication scientifique et qui avait donné vraiment une qualité du pain très intéressante.
Vous allez donc pouvoir, sont à disposition donc 10 recettes sans gluten dans les trois différentes thématiques. Et donc dans les fiches recettes que vous allez pouvoir télécharger, nous avons élaboré donc le tableau de la valeur nutritive, mais aussi nous avons utilisé donc l'outil Scan. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est un outil donc qui est gratuit qui permet en fait de faire une simulation nutritionnelle et de voir si le produit si le produit doit afficher le symbole nutritionnel. Donc petite parenthèse, pour rappeler que à partir du 1er janvier 2026, les produits alimentaires qui atteignent ou dépassent les niveaux établis donc en sodium, sucre et gras saturés devront porter le symbole nutritionnel. Cet outil Scan peut être intéressant en fait si même en dehors du cadre du sans gluten pour cette raison-là. Voilà donc comment sont les fiches recettes que vous allez pouvoir télécharger. Et donc maintenant, on arrive aux conclusions. On a vu jusqu'à maintenant que la qualité nutritive des produits sans gluten est oui en constante amélioration. Par contre, il reste encore de la place pour l'amélioration de la qualité nutritionnelle et sensorielle de ces produits. La conception et le développement des produits sans gluten demeure encore un défi important, surtout du point de vue technologique et sensoriel. Et les recettes développées dans le cadre de ce projet constituent un bon point de départ, c'est sûr que il va falloir les retravailler, les adapter. Et ici, je vais pas le lire, mais on a mis toute une liste de trucs et astuces qui nous ont aussi été partagés par les chefs. Le mot de la fin, vous avez très bien compris l'importance de la collaboration et de transfert des connaissances entre la recherche scientifique, les transformateurs, vous, donc le savoir-faire culinaire et aussi les fournisseurs d'ingrédients qui restent des alliés stratégiques et importants dans le développement de ce type de produit. Et pourquoi pas, on peut aussi dire que le sans gluten peut être une source d'innovation si on explore des concepts de produits qui pourraient être entièrement nouveaux plutôt que de chercher à reproduire les produits conventionnels contenant du gluten. On arrive à la fin, je reste disponible pour vos questions.